Nous pouvons renvoyer ces questions à un mécanisme de décision et traiter l'issue du vote, par exemple, ou des procès comme étant à chaque fois légitimes. Dans le cadre de ces procédures, on entend les plaintes et on décide de leur valeur. Cela nous mène à une conception à plusieurs niveaux de la légitimité avec ses difficultés habituelles. Les parties émettent des revendications opposées sur le mécanisme et certaines de ces revendications sont rejetées. Si tous plaident sincèrement et s'ils s'en tiennent à leurs opinions, alors les perdants continuent à penser que la décision est injuste. Mais ils acceptent des normes pour agir face à des décisions injustes. Ces normes doivent prescrire un regain, un certain acquiescement aux décisions injustes, ou bien le mécanisme ne fait rien pour résoudre le problème du respect mutuel. Pourtant, il se peut qu'il y ait des limites, et définir ces limites est une question perpétuelle de la philosophie politique. Nous glissons ici sur des thèmes centraux dans la philosophie politique des siècles passés. En fait, Hobbes comme Rousseau soutiennent qu'un système politique ne peut être stable de manière acceptable que s'il existe une large acceptation de normes d'acquiescement illimité, des normes qui exigent l'acquiescement à toutes les décisions produites par un mécanisme unifié. Hobbes dégage une personne de l'obligation d'acquiescer seulement quand il s'agit de décisions de la tuer, de l'emprisonner, de l'enrôler dans l'armée ou de la réduire en esclavage. Locke et la tradition libérale ont été partisans d'un large éventail d'acquiescements, mais avec des limitations. Les doctrines de la désobéissance civile autorisent un refus limité, franc et coûteux, d'être lié par l'issue de mécanismes de décision, comme moyen de protester contre des décisions qui sont gravement injustes. Dans son état idéal, Rousseau élimine la répression en éduquant tous les citoyens à conclure que s'ils perdent, alors leur prétention originelle était erronée. Les gens se prononcent en faveur d'opinions qui doivent être révisées à la lumière du résultat du vote. Ainsi, les votes éliminent le désaccord sur ce qui est légitime. Je fais l'hypothèse que ceci ne se produira pas, si bien qu'une certaine répression dans le sens que je donne à ce terme demeure même dans le cas d'une adhésion courante à un mécanisme de décision. Les mécanismes peuvent aider, mais ils produisent des problèmes qui leur sont propres. Les procédures de respect mutuel peuvent impliquer des termes que nous jugeons guère acceptables. Alors le choix est difficile. On peut donner de la valeur au fait de s'en remettre à la persuasion, de ne pas soumettre les gens à une coercition qu'ils jugent illégitime. C'est assurer l'échange libre et normal dans lequel nous prospérons. Mais pour parvenir au respect mutuel le plus large, il se peut que nous devions renoncer à trop de choses. Il se peut qu'il soit difficile de dire si les gains de la répression valent une perte de respect mutuel. Nous voilà condamnés à un examen complexe de ce que l'on gagne et ce que l'on perd dans certaines procédures réalisables particulières. Notre problème est alors de décider quelle taille doit avoir la communauté que nous voulons réaliser sur une base que tous acceptent comme légitime. Il se peut que notre communauté de tolérance ne soit pas la plus large que nous aurions pu réaliser, car il y a des choses que nous pourrions encore trouver intolérables. Mais il se peut que nous finissions par tolérer des choses que nous réprimerions, si seulement nous en avions les moyens, tout en obtenant le respect l'un pour l'autre dans un groupe assez large. Supposez qu'un système de tolérance soit en fait à l'horizon. Comment considérons-nous ces normes d'accommodement ? Il se peut qu'un accommodement soit tolérant, tout en restant injuste. Il n'y a rien d'incohérent dans le fait de penser à la fois que nous allons réaliser un accommodement, que nous en arriverons à nous soumettre mutuellement à la coercition que par des moyens que nous en sommes arrivés aussi à estimer légitimes, et qu'une partie de cette coercition sera en réalité illégitime. Une fois parvenus à la tolérance, une fois que nous considérerons que notre accommodement est un prix raisonnable pour vivre dans un respect mutuel, nous penserons alors que nos normes d'accommodement sont justes. Mais préalablement au consensus, ou avant que nous fassions nous-mêmes partie du consensus, pouvons-nous être d'accord ? Ici encore, la question porte sur l'autorité normative. Nous et les autres, parlant dans les groupes élargis, nous serons affectés par la conversation et nous en arriverons à accepter certaines normes d'accommodement. La dynamique habituelle socio-psychique de formation du consensus aura opéré sur nous. Pour finir, nous serons disposés à reconnaître ces normes et ces normes régiront ces impressions. La question est, pensons-nous maintenant à l'avance que tout ceci fera de nous de bons juges normatifs ? Nous accordons-nous maintenant de l'autorité à nous-mêmes tels que nous serons devenus à l'issue de la discussion ? Discussion globale dans laquelle nous nous acheminons vers l'accommodement. La question est encore une fois de savoir quelle norme épistémique accepter, quelle norme pour accorder l'autorité.
Si nous pensons que nous serons de bons juges, nous pensons alors que les normes que nous en arriverons à accepter sont valides. Comme auparavant, il serait extravagant de nous refuser toute autorité normative à nous-mêmes, telle que nous serons devenus à l'issue de la discussion. Il serait extravagant de penser qu'une large discussion nous rend pire comme juge de normes d'accommodement qui s'appliquent à notre situation. Nos sensibilités normatives, telles qu'elles sont maintenant, ont été façonnées par la discussion et l'accommodement. Si nous pensons qu'une discussion est un accommodement supplémentaire, pervertirait notre jugement, pourquoi faire confiance à notre jugement maintenant ? Cela ne veut pas dire que nous recevons tout accommodement que pourrait produire une discussion élargie comme valide. Nous partons avec des ébauches de jugement de ce qui est juste et raisonnable, ainsi que des ébauches de jugement de ce qui ferait de nous de bons juges normatifs, de ce qui ferait de nous de bons évaluateurs des normes d'accommodement. Nous devons, à titre d'essai, nous accorder de l'autorité à nous-mêmes, telle que nous serions après une discussion globale. Mais nous pensons aussi à l'avance que toute autorité de cet ordre serait corrompue si les jugements que nous en venions à faire étaient concrètement extravagants. Pour certaines versions de la façon dont pourrait se dérouler la discussion, nous sommes sûrs à l'avance que nous nous serions fourvoyés. Pour d'autres, nous serons bien incapables de savoir quoi dire à l'avance. Pourtant, si nous voulons le moins du monde conserver notre ancrage normatif et demeurer cohérents, il nous faut nous accorder de l'autorité à nous-mêmes, tels que nous serions devenus au terme d'une discussion globale. Les normes valides pour l'accommodement à notre situation, les normes valides pour l'accommodement des désaccords, qui ne seront pas éliminés par la discussion parmi différents groupes mal définis, seront connus en partie par l'emprise qu'elles auront sur nous en résultat de la discussion parmi ces groupes. Un inventaire. Que faisons-nous quand nous produisons des jugements normatifs ? D'une certaine façon, nous le savons assez bien sans poser la question. Nous menons notre vie normative en nous occupant des questions au fur et à mesure que nous y sommes confrontés, et en les discutons selon leurs propres termes. De temps à autre, cela nous conduit à des difficultés, comme cela se produit toujours dans une recherche difficile. Mais il peut survenir une nouvelle perplexité particulière quand nous essayons de changer nos perceptions. Nous pensons des pensées normatives et nous pensons que nous faisons partie de la nature. J'ai étudié la vie normative de l'homme et j'ai esquissé comment cette vie pourrait faire partie de la nature. La question que j'ai posée alors était de savoir comment ces deux tableaux s'ajustent. Le tableau naturaliste des normes dans la vie humaine et le riche tableau d'un monde normatif qui se développe à mesure que nous poussons nos recherches normatives. J'ai établi une communication entre ces deux tableaux au moyen d'une logique normative faiblement enrégimentée. Pensez au jugement normatif comme combinant des notions psychologiques avec une seule notion normative simple, exprimée par les mots « il est censé de » ou peut-être « rationnel ». De nombreux jugements normatifs concernent les sentiments ou les attitudes qu'il est censé d'avoir envers des choses. Dire qu'il est censé d'avoir telle attitude, c'est en gros exprimer notre acceptation des normes qui permettent cette attitude. Exprimer notre acceptation des normes est une chose que nous pouvons comprendre en termes psychologiques comme faisant partie du monde naturel. De façon schématique, c'est ainsi que j'ai proposé que notre vie normative pouvait faire partie de la nature. Pour compléter ce schéma, j'ai fourni une longue explication mettant en œuvre discussion normative, reconnaissance normative et régie normative. C'est l'effet du fonctionnement de capacités psychiques dont la fonction biologique essentielle est la coordination. Ces deux tableaux étant reliés, ce que j'espère, c'est que la recherche normative se passe mieux. Rien ne leur garantit d'entrer. En logique stricte, l'effet de notre vie normative ne règle pas les questions normatives proprement dites. Reste que relier les deux tableaux nous donne une perspective nouvelle sur ce que nous faisons. Dans ma longue étude de l'objectivité normative, je voulais à nouveau établir une communication entre les deux tableaux et voir où cela nous menait. Nous traitons nos jugements normatifs comme étant objectifs, et quand nous nous considérons comme faisant partie de la nature, nous pouvons voir comment cela serait possible. Les jugements normatifs tendent au consensus avec des à-coups, mais pas par hasard. Dans le cas de certains autres jugements, le consensus est automatique. Nous tombons d'accord avec facilité sur la configuration des rochers et des arbres qui nous entourent, et ces jugements constituent pour nous les parfaits exemples de l'objectivité. Nous nous incitons mutuellement à tomber aussi d'accord sur les normes. Nous le faisons de tout un tas de manières, et quand l'accord est atteint, nous traitons les normes plus ou moins comme des rochers et des arbres. Notre explication naturaliste dit comment cela se passe quand la vie normative de l'homme produit un accord. Premièrement, bien sûr, nous réagissons chacun à des pressions similaires, des circonstances. Nous voulons la sécurité, de la nourriture, un toit. Nous voulons des enfants qui prospèrent. Nous voulons la riche multitude des signes naturalo-culturels qui ont promis ces choses. Le sentiment qu'a une personne de ce qui est vraisemblable est une réaction à ses désirs. Toutefois, ces désirs entrent partiellement en conflit à l'intérieur d'une seule personne et entre les gens.
La discussion normative s'efforce de les accommoder. Dans la discussion normative, nous nous influençons naturellement par le biais d'invites et de pressions conversationnelles. Nous exigeons l'un de l'autre d'être conséquents et nous essayons de satisfaire ces exigences. Ces mécanismes socio-psychiques se combinent parfois pour rendre les normes aussi interpersonnelles que des arbres. Les normes se présentent comme objectives quand elles ont la bonne structure, une structure qui s'ajoute aux pressions pour trouver un accord. J'ai examiné cette structure. Les normes peuvent être inconditionnelles, s'appliquant même à ceux qui les rejettent. Des normes d'ordre supérieur ne laissent peut-être pas de choix quant aux normes d'ordre inférieur à accepter. De surcroît, il se peut que les normes d'ordre supérieur soient indépendantes du point de vue demandant que les mêmes normes soient acceptées de tout le monde ou de tout le monde alentour. Ces normes d'ordre supérieur constituent en fait une épistémologie normative, une version expliquant comment reconnaître les bonnes normes. La personne qui estime qu'il existe une telle explication peut se voir contester. On peut lui demander ce qui la met en position de juger. Cette contestation signifie de nouvelles exigences de conséquences. Et y réagir met une personne en position de formuler elle-même des exigences. Ces exigences et ces contestations font avancer la discussion. Les demandes conversationnelles elles-mêmes peuvent être régies par les normes. Les normes peuvent régir les inhibitions et la gêne, et elles peuvent régir les réactions aux exigences conversationnelles. C'était donc là un autre sens dans lequel il se peut qu'une personne traite ses jugements comme étant objectifs. Il se peut que les normes qu'elle accepte permettent de leur part des exigences. Si les normes qu'elle accepte lui permettent d'être influencée par les autres, alors ils traitent aussi dans un sens leur jugement comme étant objectif, comme ayant quelque prétention à la validité objective. Des normes d'ordre supérieur peuvent approuver des influences qui assurent le consensus, et leur structure constitue alors des titres à l'objectivité. Une partie de mon propos a été d'analyser ces structures normatives et de les situer dans la nature. Mon espoir a été aussi d'obtenir de l'aide dans la recherche normative, armée d'une explication de nous-mêmes dans la nature et armée aussi d'analyse philosophique. Nous pourrions mieux voir comment évaluer les affirmations normatives. C'est à cette fin que je me suis moi-même engagé dans la discussion normative. Je me suis occupé de questions normatives concernant la discussion normative proprement dite. J'ai affirmé que les exigences conversationnelles sont légitimes, pas toujours, mais parfois. Les normes dont je me suis fait le défenseur autorisent certaines de ces exigences et elles disent de ne pas toujours se prémunir contre les influences normatives des autres. Elles approuvent des raisons d'être pragmatiques pour les normes, de façon limitée, et ces raisons d'être pragmatiques peuvent s'appliquer différemment en des temps et des lieux différents. Pour finir, ces normes disent quelque chose sur la façon de vivre dans un monde de communautés normatives grandes et petites, des communautés partielles et qui se chevauchent. Elles nous disent comment comprendre en termes normatifs ce que nous faisons en nous acheminant vers une variété de communautés de jugement. D'une part, des communautés locales, intenses, et de l'autre, des communautés très larges sur des thèmes étroits. Telles étaient les ambitions de ce livre. Dans le dernier chapitre, je reviendrai rapidement à la morale et à la recherche morale. Chapitre 4. La recherche morale. 14. Le souci moral. La morale est un thème normatif entre beaucoup d'autres, mais qui est à certains égards particulièrement intrigant. Derrière une bonne partie de ce que j'ai dit, il y a des réflexions morales, et une grande part du savoir qui a suscité mes discussions et les a orientées est le savoir de la philosophie morale. Je veux à présent examiner de quoi la recherche normative aurait l'air pour un normativo-expressiviste, et je prendrai la morale comme un bon exemple. Si mes analyses sont sur la bonne voie, le tableau de la recherche morale qui en résulte devrait être familier. Après tout, les analyses étaient supposées donner une explication de la pensée et de la conversation morale ordinaire, et peindre de grandes parties de la philosophie morale comme une recherche morale ordinaire affinée. Nous pouvons bien sûr nous réjouir de tous les nouveaux aperçus rapides que pourraient produire les analyses, mais mon objectif principal sera de contempler de vieux paysages dans un nouveau cadre. Je devrais ajouter que le cadre ne crée pas les paysages à lui tout seul. Une analyse normativo-expressiviste ne produit pas grand-chose, à elle toute seule. Une autre personne qui accepterait une telle analyse pourrait proposer ensuite une explication tout à fait différente de la mienne. 2 des paragraphes qui vont suivre sont consacrés à réfléchir à la manière de conduire une recherche morale, et les 2 suivants à la manière dont les choses pourraient se résoudre. Pour amorcer une recherche morale aux ramifications importantes, nous pourrions demander pourquoi faut-il se soucier de la morale. Après avoir répondu cela, nous pourrons ensuite nous mettre à chercher une morale qui s'adresse le mieux possible à nos soucis. Et d'abord, je demanderai pourquoi nous nous en soucions, pourquoi nous sommes de fait préoccupés par des questions morales. Je renvoie à plus tard les questions morales proprement dites, et je nous regarde, nous,
qui nous livrons à cette recherche. Je me risque à un rapide tour d'horizon des sentiments moraux au sens large, et je demande si ce sont des sentiments que pourraient avoir des êtres évolués extrêmement socialisés, et pourquoi. J'examine les raisons d'être que semblent invoquer ces sentiments. Notre préoccupation morale a de nombreuses sources qui sont souvent fort claires dans leurs effets et qui agissent dans le même sens. Mais il arrive souvent aussi que nos différents sentiments aillent dans des directions contraires, et même un sentiment isolé peut évoluer dans sa raison d'être. Cela nous laisse comme soutien, comme solution, le passage de la psychologie à la morale. Une fois que nous avons une explication approximative de la raison pour laquelle nous nous préoccupons, en fait, de morale, comment passer de là à une bonne explication normative, une explication de la raison pour laquelle nous devons nous en soucier? Passer de la raison pour laquelle nous nous en soucions de nos sentiments moraux au sens large et de nos autres sources de préoccupation morale à la raison pour laquelle nous devons nous en soucier signifie évaluer ce que nous ressentons. Nous devons évaluer entre les choses que nous ressentons, qui sont celles, en admettant qu'il y en ait, que nous devons prendre pour guide. Or, si nous avions une seule source maîtresse de préoccupation morale, par exemple la bienveillance ou le respect, les choses pourraient être simples et directes. Nous pourrions trouver dans cette source de préoccupation une raison d'être claire, et nous nous contenterions de l'adopter. Mais en l'état ne s'ouvre devant nous aucune voie aussi rectiligne qui permettrait d'être aussi confiant en soi. Nous devons demander comment évaluer les sentiments, feelings, comme étant des guides moraux lorsqu'ils sont parfois en conflit et qu'ils apparaissent sans avoir une raison d'être claire et unique. Le problème n'est pas simplement de pondérer ces divers sentiments et d'accepter leur recitation principale. Il nous faut décider quelle norme accepter comme régissant ces sentiments. J'en reviens ensuite à des questions structurelles concernant la morale. Y a-t-il quelque chose qui soit moralement injuste? Serait-il dans notre meilleur intérêt d'être sans morale? Est-il parfois censé de faire des choses qui soient injustes? Je me suis flatté plus haut qu'une élaboration étroite de la morale fournissait des interprétations pour ces questions. Je regarde à présent ces questions sur un fond composé de normativo-expressivisme et de la psychologie morale complexe que j'ai revendiquée. Pour finir, j'examine les perspectives qui s'ouvrent pour un système moral. Même si nos préoccupations morales nous tirent dans des directions opposées, une recherche morale critique pourrait les orienter vers une formation cohérente. Je demande à quoi, pour un normativo-expressiviste, pourrait ressembler cette aspiration à un système. Ce dernier chapitre du livre part faire un travail d'éclaireur en équipement léger. Dans mon expédition de reconnaissance, je distingue quelques voies d'approche vers certaines questions de théorie morale. La stratégie est en gros de commencer par une conception naturaliste de nous-mêmes, par où on prendrait conscience progressivement d'une partie de la diversité de nos préoccupations et de nos sentiments moraux qui changent tout le temps. On demandera alors comment évaluer les sentiments moraux au sens large. Quelle base pouvons-nous avoir pour estimer que nos sentiments sont ou non adéquats? On essaiera d'appliquer les réponses à des questions structurelles, éternelles de la réflexion morale. Pour finir, on jettera un coup d'œil aux possibilités de système moral. L'objectif est d'illustrer à quoi pourrait ressembler à la lumière du normativo-expressivisme un type crucial de recherche normative. Les sentiments moraux au sens large. Quelles sont les sources de notre préoccupation morale? Il semble y en avoir beaucoup. Nous voulons du bien aux autres et nous nous soucions d'équité. Nous voulons que nos rapports avec les autres soient marqués par le respect mutuel. Nous avons en nous le sens de notre propre valeur morale. Nous sommes parfois remplis d'inspiration morale, de dévouement pour des buts plus élevés. Il ne fait pas de doute que la liste n'est pas close. Peut-être qu'en fin de compte, ces sources putatives se réduisent toutes à la même préoccupation, ou peut-être qu'il n'y en a qu'une parmi elles qui résiste à un examen critique. Mais à première vue, chacune d'elles paraît avoir sur nous un titre qui lui est propre. Quand je m'enquière des sources de la préoccupation morale, cela suggère au moins 3 types de questions. Selon la façon dont je viens de formuler la chose, le problème était psychologique. J'ai demandé quelles sont les sources effectives de notre préoccupation morale. La question était pourquoi nous nous soucions de morale et pas pourquoi nous le devrions. Mais il ne se pourrait que la bonne réponse dépende d'une deuxième question conceptuelle, celle-ci. Qu'est-ce qui rend une préoccupation morale? Une fois que nous aurons découvert en nous-mêmes une source de préoccupation, comment déciderons-nous si elle compte comme morale ou non morale? Enfin, la question suggère un ensemble de questions normatives. Quelle préoccupation morale il faut avoir? Comment évaluer les sources de préoccupation morale que nous trouvons en nous-mêmes? Auxquelles adhérer et comment les façonner, les affiner et les réconcilier? Dans ce paragraphe, je vais reprendre la première question, la question psychologique, et remettre à plus tard les difficultés normatives. Quant au second ensemble de questions, le conceptuel, je ne m'y intéresserai guère.
je veux examiner les sources de préoccupation qui ont quelques titres larges à être morales, que ce titre soit ou non de nature à résister à la contestation. Après tout, la question cruciale est de savoir à quelle préoccupation adhérer, qu'elle compte ou non comme morale. De fait, je m'intéresse aussi à l'intérêt personnel, non pas parce qu'il prétend être une préoccupation morale, mais en tant qu'il contribue à façonner et à diriger nos préoccupations morales. Une préoccupation morale implique de ressentir des choses. Les choses que nous ressentons ont une raison d'être, ou peuvent en donner l'apparence. Et la raison d'être a souvent l'air morale. Pensez à la pitié. Elle indique une raison d'être, et c'est ainsi que nous pourrions parler d'une morale basée sur la pitié. Je fais allusion à Nietzsche, qui parle de morale de la pitié, pour s'en moquer, 1887. La pitié nous pousse à soulager la souffrance et à l'empêcher. Une morale basée sur la pitié est donc une morale fondée sur le soulagement et la prévention de la souffrance. Une telle morale est basée sur la pitié dans un ensemble de sens. Premièrement, les sentiments de pitié incitent à adhérer à cette morale. Deuxièmement, les choses qu'ordonne la morale sont les actions auxquelles incite la pitié. Troisièmement, la raison d'être d'une morale basée sur la pitié est la raison d'être que semblent comporter les sentiments de pitié. La pitié est suscitée par la souffrance et tend à la secourir. Ainsi, la raison d'être qu'elle semble comporter est que la souffrance requiert d'être secourue. En général, un sentiment tend à être suscité par certaines circonstances, et il tend vers des actions de certains types. Alors sa raison d'être sera que ces circonstances qui le suscitent requièrent les actions auxquelles il incite. On pourrait aussi trouver une raison d'être dans les normes pour ce sentiment, mais je laisse les normes de côté pour l'instant. J'ai persisté à soutenir que dans le sens le plus étroit, les émotions morales sont la colère et la culpabilité, encore que je me sois montré favorable aussi à un élargissement qui inclurait les sentiments d'approbation morale. Mais d'autres sentiments offrent une raison d'être pour donner une forme particulière aux émotions morales au sens étroit. Ils nous amènent à régir la colère et la culpabilité par un ensemble de normes plutôt qu'un autre. Par exemple, des sentiments de bienveillance nous poussent vers des normes de bienveillance pour la culpabilité et la colère, peut-être des normes dont l'acceptation encouragerait l'accomplissement d'objectifs de bienveillance. Les normes pour la colère et la culpabilité peuvent donc être façonnées en réaction à d'autres choses que nous ressentons. Ces autres choses que nous ressentons constituent des sources de préoccupation morale, et nous pouvons en compter beaucoup comme des sentiments moraux au sens large, la bienveillance, le sens de l'équité, le respect, les sentiments de valeur et ainsi de suite.